Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui se met en mode grand tour. C'est le premier grand tour de la saison, le Giro d'Italia, qui commence ce samedi. 3400 km, 44 000 mètres de dénivelé positif, 21 étapes, dont deux contre-la-montre assez grands, hein. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus autant de kilomètres contre-la-montre sur un grand tour. Est-ce que c'est ça qui va déterminer finalement l'issue de ce grand tour? On va en discuter ici avec vous pour en parler, Alexis et Damien. Salut les amis. Salut, salut. Salut tout le monde. Alors, dans le dernier épisode, on s'était laissé sur le fait que on avait vécu un printemps des classiques un peu paradoxal finalement, avec probablement très peu de suspense au final, mais malgré tout, Damien, tu avais insisté là-dessus, hein, du spectacle. Peu de suspense, mais du spectacle. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendez pour ce Giro d'Italia? Moi, je pense que c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir exactement la même chose que sur ce printemps des classiques, donc c'est très peu probable, selon moi, qu'il y ait le moindre suspense pour la victoire finale, mais le Giro offre quand même plusieurs perspectives assez intéressantes et pour ça, il faut faire un peu le même exercice que ce que j'ai dû faire pour préparer ce podcast, c'est-à-dire faire abstraction du suspense et se focaliser sur autre chose, notamment sur les très belles batailles qu'on risque d'avoir pour la deuxième place, pour le podium, pour le top 5, pour le top 10. La start list, les forces en présence des sprinteurs qui est très intéressante, sprinteurs qui auront des possibilités de s'illustrer, mais qui devront survivre aux ascensions qui précèdent les sprints et qui auront donc les ascensions dans les jambes, ce qui offre des sprints assez intéressants. Et puis plusieurs noms dont on pourra discuter dans ce podcast, plusieurs noms assez intéressants à suivre et qui, voilà, qui offrent des interrogations quant à ce qu'on peut attendre d'eux, quoi. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit et pour autant, j'ai très peur de ce Giro. Ça fait longtemps que j'ai pas aussi peur d'un grand tour, d'un ennui, abyssal. Bon, le côté positif, c'est que vu que je n'attends pas grand-chose, je ne pourrais être qu'agréablement surpris finalement. Même si je te rejoins quand même sur certaines choses, notamment la start list des sprinteurs, mais pas que, mais on aura l'occasion d'en discuter. Oui. Justement, c'est vrai que c'est un Giro, dont on parle beaucoup, pas forcément en bien avant, en tous les cas, son départ et parmi, les éléments qui reviennent souvent dans la discussion, c'est, le parcours évidemment. Un parcours qui serait plus facile, un parcours qui serait moins montagneux. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de hautes montagnes que c'est forcément plus facile? Parce que quelque part, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement face à un Giro où on va avoir une course ouverte, peut-être comme jamais, peut-être que c'est en ça, où on va avoir finalement un Giro excitant, même si on sait qu'on n'a pas encore cité son nom, on le citera tout à l'heure, il y a un ogre évidemment, au départ de la course. Bah, le problème, c'est que tu as l'ogre, donc voilà, effectivement, pour le problème du suspense. Et derrière, bah, moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est ce parcours. Oui, je te rejoins assez. On aurait pu avoir un truc super ouvert et super intéressant s'il y avait quand même un peu plus de grands noms au départ. Là, ça me semble tellement famélique qu'au final, je sais pas. Je suis pas sûr, effectivement, que ce soit exclusivement lié au parcours. Moi, je suis plus tracassé par la start list que par le Ouais. parcours en lui-même. Ouais, tout à fait, et je pense que pour le top 5, il y a plusieurs noms très intéressants et puis pour le top 10, ça peut être sympa parce que, comme tu dis, c'est presque familique donc on risque, hein, parce qu'il y aura des chutes, et des problèmes par-ci par-là, donc on risque d'avoir des noms totalement improbables dans le top 10, ce qui peut être sympa à voir. Maintenant, le parcours moins montagneux, ça c'est très, très clair. Maintenant, il n'est pas facile pour autant, hein. Il y a Ouais. beaucoup de cols très, très longs. Il y a des arrivées en altitude, il y a des étapes avec aucun plat. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quasiment aucun col, mis à part la 20e étape, mais on y reviendra, tout à l'heure. Il y a quasiment aucun col qui conjugue longueur, en termes de kilomètres, et pente. Il y a des cols raides mais courts, il y a des cols Mmh. très longs mais très roulants. Donc voilà, c'est un parcours qui est moins montagneux, c'est un parcours qui conviendrait très bien à un rouleur grimpeur et pour illustrer un peu le propos, c'est un parcours qui, conviendrait mieux à un Bradley Wiggins qu'à un Andy Schleck, par exemple, à un Remco qu'à un Kian ou à un Geraint Thomas plutôt qu'à un Romain Bardet, par exemple. Oui. Effectivement, hein, moi donc sur l'ensemble de ces 21 jours de course, j'en ai relevé 9 qui seraient, promises aux sprinteurs. On pourra y revenir. Il y a souvent, comme malgré tout, des petites difficultés, mais enfin, de manière générale, il y a quand même 9 arrivées très clairement pour
pour des sprints massifs. Et dans les autres, il y a encore des étapes accidentées qui pourraient effectivement voir, alors peut-être pas ici tous les sprinteurs se disputer la victoire, mais en tous les cas avoir une arrivée avec un gros groupe qui se disputerait la victoire. Euh, Au-delà évidemment de ces sprints, on ne va pas commencer à présenter chaque étape, ce serait trop long. Par contre, il y a quelques étapes malgré tout qui sont très intéressantes. Peut-être déjà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tracé, leur dire que dès le deuxième jour de course, on a une arrivée en altitude, hein. Donc, on va très vite avoir quelque chose qui va se dessiner là. C'est le sanctuaire de Oropa qui va être visité ici par le Giro, je pense pour la deuxième fois, ou en tous les cas, ils reviennent là après des années après une course qui avait vu Pantani faire une montée assez extravagante à l'époque. Et puis, on va effectivement avoir toute une série d'étapes accidentées, plates, complètement plates, pour arriver eh bien, à l'étape numéro 6, qui est la première que j'avais envie de pointer. C'est celle de Rapolano Terme, parce qu'il y a un petit mur avec un passage à 20% qui se situe à moins de 5 km de l'arrivée. Voilà peut-être un exemple d'étape qu'on n'attend pas, mais où on peut, sur un petit mur comme ça, je crois que c'est 1 km d'ascension, où on peut faire peut-être des différences plus grandes que ce qu'on va avoir dans des cols de 14-15 km où on ne dépasse jamais le 7%. Donc, ce serait une petite étape assez intéressante, d'autant qu'on a le lendemain le premier chrono, le chrono de 40 km. Il y aura un deuxième chrono plus tard dans le Giro de 31 km. Si on associe les deux, on est donc à plus de 71, on est à 71,8 km exactement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait d'avoir justement autant de kilomètres contre la montre? Qu'ils ont raté leur coup, hein. Ils auraient bien aimé avoir Remco pour une année, mais non, non, plus sérieusement, bah, moi ça me dérange pas. J'aime bien quand ça varie en fait. J'aime bien que des fois on ait des grands tours avec beaucoup de chronos. J'aime bien que des fois on ait des grands tours avec peu de chronos. Voilà. Après, clairement, ça va avoir. Bon, après, on va pas sous-estimer la montagne, mais ça va avoir un grand impact sur le classement. Maintenant, le chrono, le premier que tu mentionnes. Euh, Certains grimpeurs peuvent s'y retrouver, pardon, Oui. parce que le final est pas évident du tout. Donc, ouais, j'aime bien. Globalement, j'aime bien. Il y a effectivement une petite bosse avec de nouveau hein, c'est pentu, ça monte à du 16% de mémoire, et puis une fin assez accidentée. Changement de vélo pour Geraint Thomas ou pas? On se rappelle comment c'était beau l'année passée. Ben, Oui. voilà, juste pour revenir, moi Damien, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Moi, je trouve ça super. Enfin, j'aime beaucoup que les parcours changent en fonction des années. Et pour illustrer un petit peu ça, moi, je trouverais ça très bien qu'un Remco, par exemple, qui a un profil qui correspond plus à ce genre de grand tour-là, hein, le Giro qu'on a devant nous. Je trouverais ça totalement cohérent et même assez intéressant à suivre. Qu'en fonction des parcours des grands cours, il change totalement ses objectifs de la saison. Qu'une saison, il vise les grands tours et qu'une autre saison, il vise plutôt les classiques. Je parle de lui, mais ça peut valoir pour d'autres coureurs. Et je trouve ça, oui, je trouve ça sympa de voir des grands tours variés pour pouvoir convenir à différents types de coureurs en fonction des années. Alors si on reprend ici effectivement le parcours, on a une 8e étape qui arrive à Prati di Tivo, qui sera probablement, certainement d'ailleurs, hein, après Europa, la première étape qui va voir les candidats au classement général se disputer la course, avec, tu le disais en début, hein, Alexis, un long col, mais C'est ça. pas très raide, 14 km, 7%, c'est très régulier, 22 épingles. L'arrivée est très belle, donc on va en prendre plein les yeux pour le paysage. Est-ce qu'on en prendra plein les yeux pour le spectacle? C'est autre chose. Le spectacle, qui sera par contre au rendez-vous, en théorie, on peut l'espérer en tous les cas, lors de la deuxième semaine. Si on se Mhm. rappelle le grand tour de l'année passée, on avait eu une troisième semaine complètement dantesque. Et qui avait quelque part finalement un petit peu saboté le reste du grand tour. Ici, on va avoir une difficulté répartie première semaine mise de côté sur l'ensemble du Giro. C'est peut-être ça aussi qui va faire la différence. Et donc là, on va pas de nouveau faire toutes les étapes. La première que j'avais envie enfin, dont j'avais envie de vous parler, pardon, c'est l'étape numéro 15, celle de Mottolino. Mhm. 222 km, c'est la plus longue. Et 5400 mètres de D+. Est-ce que pour vous, c'est l'étape reine de ce Giro? C'est possible. C'est une étape où ça monte tout le temps avec
de l'altitude, tu l'as dit. Encore une fois, pas très raide, mais étant donné l'altitude, étant donné l'enchaînement, on n'est vraiment pas à l'abri de défaillance. Pour moi, je pense qu'il y a une étape plus compliquée que celle-là, la 20e. Mais oui, franchement, ça peut offrir un feu d'artifice vu le tracé, mais encore une fois, c'est pas assez raide dans le final que pour voir vraiment des coureurs partout et des explosions dans tous les sens. Ouais, ouais. Il y a, pour rappel, avant que Damien donne son avis sur cette étape en particulier, mais on va passer par le Mortirolo, hein, notamment, et puis par l'Alto de Foscagno. Et puis, on aura encore un dernier mur à 5 km de l'arrivée. On est sur du 7,6% de moyenne, mais avec des passages à 19%. Mhm. Donc là, on va avoir effectivement un final qui peut-être va faire peur aussi. Donc on va Ouais. peut-être avoir aussi une étape qui va se jouer sur les 4,7 exactement derniers kilomètres, alors qu'on a eu 222 kilomètres sur d'ensemble d'étapes qui auraient pu offrir une très très belle bagarre. Ouais, tu viens de donner ce que je pense en fait comme conclusion. Je pense que j'ai un peu peur que ça bouge pas trop tôt dans cette étape, que les coureurs aient peur de tout perdre. En plus, on sait qu'il restera encore du terrain difficile derrière. Donc voilà, je ne suis pas convaincu malheureusement, alors que le terrain peut s'y prêter, que ça va vraiment bouger assez loin. Ça pourrait pourtant dans le Mortirolo, mais voilà, je ne suis pas convaincu. Après, tout Non. dépend évidemment des écarts qu'on aura, qui auront été créés. Enfin, ça peut être par contre une étape très sympa en dehors du classement général. Pour les Ouais. baroudeurs. Pour les débaroudeurs, ça peut être une étape super sympa. Ouais. Avec un col de 15 km à 6% qui suit, j'ai quand même du mal à envisager quelqu'un sortir dans le Mortirolo. Et le lendemain alors, dans le Stelvio, puisque le lendemain, l'étape de Val Gardena, on a le Stelvio, dont le sommet, je dis bien le sommet, est à 150 km de l'arrivée. Ça veut dire qu'on va escamoter le Stelvio chez les favoris ou qu'on pourrait avoir justement une bagarre incroyable et une étape totalement folle dès l'entame de ces 202 km, avec là encore un 4350 mètres de D+, sur l'ensemble de l'étape. C'est quand même pas rien. Ouais, j'aime ton optimisme, mais non, pour moi, ça va être escamoté sans l'ombre d'un Ouais. doute, parce que derrière, en plus, c'est plat, hein, c'est le Stelvio. Enfin, c'est plat. Non, pas tout le final, mais tu as des sortes, tu as une vallée. Pour moi, c'est escamoté à Pendant tous les 100 coups. km, Ouais, on je descend pense en aussi. fait, hein. Ouais. Ouais, Moi, ouais. j'aurais pu envisager quelque chose avec le peloton actuel qui est un peu fou, on le sait. J'aurais pu envisager quelque chose si on avait un maillot rose qui est vraiment un rouleur grimpeur, en plus un rouleur qu'un grimpeur en fait, mais qui a plus de mal dès que ça dépasse les 40 minutes d'ascension, face à une équipe de purs grimpeurs. Là, on aurait pu envisager quelque chose. Mais étant donné que Pogacar aura déjà 5 minutes d'avance, je pense qu'il ne se passera rien. Ouais. Après, c'est qu'on est dans les Dolomites et donc c'est difficile de pouvoir, faire une étape sans passer par des cols. Mais, ce Stelvio qui reste, c'est un mythe, hein, dans le Giro, c'est une faute des organisateurs de l'avoir placé là et de ne pas s'être arrangé pour alors soit tant qu'à faire, ne pas le prendre, pardon, soit alors le mettre plutôt, proche d'une arrivée. C'est assumé, c'est cohérent avec le reste du parcours, entre guillemets. Ils ont voulu faire un parcours moins montagneux, mais ils voulaient Ouais, quand même ouais. passer par le Stelvio, donc pourquoi pas. Ouais, mais il y a encore de la montagne avant la fin de ce Giro. On vient de prendre les 2 longues étapes de montagne, la 15 et la 16, donc celle du Mortirolo puis celle du Stelvio, où effectivement, ça risque, de ne pas nécessairement bagarrer. Par contre, j'aimerais votre avis sur l'étape numéro 17. Moi, personnellement, c'est celle que j'aurais envie de placer comme étape reine. C'est celle donc du Passo Brocone, 159 km. C'est pas très très long. On est quand même à 4002 de D+, avec un début qui part tout de suite vers l'altitude, vers le Passo Sella, et puis 4 cols qui s'enchaînent, sans même parler d'une petite bosse. Donc c'est une étape où ça va ne faire que monter, descendre, monter, descendre. Est-ce qu'on n'a pas là finalement peut-être le plus beau tracé de ce Giro? C'est un beau tracé, mais encore une fois, on est sur du 6%, donc j'imagine plus une étape se faire à l'élimination Mmh. et au train plutôt qu'à l'accélération Ah, là, devant. pour une fois, je vais être un tout petit peu optimiste. Euh, C'est des départs comme ça peut donner lieu à des Oui, échappées avec des favoris qui se mettent dedans ouais. et effectivement, ça va faire que descendre et monter. Donc un favori, il prendrait peut-être pas tellement de risques à aller se foutre dans un groupe là devant. Là, j'ai espoir que ça puisse donner quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va le faire, mais c'est vrai que c'est une des étapes où j'ai le plus d'espoir. Ouais, ouais, En ouais. fonction de l'état du classement général, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Hmm. C'est clair.
Tout à fait. Et puis, bah, il y a encore plusieurs jours de course, mais il y a notamment la 20e étape. Alexis, toi, c'est selon toi, ce serait probablement l'étape reine, celle du Monte Grappa qu'on va escalader donc 2 fois, mais on n'arrive pas au sommet. On arrive en Non. dessous à Bassano. Ça pourrait être l'étape reine, en fait, s'il y avait un petit col avant, au début, parce qu'il y OK. a quand même il y a beaucoup de plats pendant 80 km. Cependant, c'est une étape qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une étape que Vingegaard aurait cochée pour faire craquer Pogačar. C'est le seul endroit, sur ce Giro, je pense qu'on y reviendra, hein, mais c'est le seul endroit sur ce Giro où je peux envisager que Pogačar perde du temps. Ça ne veut pas dire qu'il perdra le Giro, j'y reviendrai. Mais voilà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pour moi la seule étape qui propose comme juge de paix un col long et raide. C'est un col qui fait 18,2 km à 8,1%, donc c'est un petit peu plus court, mais plus dur que le Mont Ventoux, à escalader 2 fois et avec 30 km de descente derrière. Donc s'il y a un très bon grimpeur et très bon descendeur qui veut aller regagner du temps pour aller chercher une 3e place, n'est-ce pas, Romain Bardet? C'est sur cette étape-là qui devra aller s'illustrer. Ouais, Bah oui, effectivement. et c'est la dernière, donc je veux dire, là, Voilà. alors il y a 2 scénarios de course. Il y a ceux qui veulent ne prendre aucun risque pour bloquer leur place au classement général, et ceux, justement, comme tu le dis, donc Romain Bardet, qui va tenter le tout pour le tout. Il y a le terrain pour y aller, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un tour, bah, on l'a dit, qui reste malgré tout montagneux, qu'il est sans doute moins que ce qu'on a pu voir par le passé, mais qui pourrait malgré tout offrir une course très ouverte pour la 2e place. C'est ce qu'on dit depuis le début ou ce qu'on sous-entend depuis le début de ce numéro du Petit Plateau, parce que la 1re place, bah, elle est promise à quelqu'un. Alors Damien, à qui est-elle promise? Carré de Brooks. Non, mais donc, Ah! évidemment, Pogačar, bah, une course de vélo n'est jamais gagnée à l'avance, mais là, c'est presque ça quand même, hein. Il est Voilà. imbattable sur ce Giro? Ah oui. Oui, imbattable avec la start-list Ouais. qu'il y a C'est là, je ça, veux dire, hein. Oui, évidemment. c'est ça. Je ne vois pas qui ne peut que rivaliser avec lui sur un grand tour. Je Bon, je précise directement et retenez-le bien pour, ce que je vais dire après. Je n'imagine pas un seul instant Pogačar perdre ce Giro. Par contre, comme tu dis Damien, rien n'est gagné, d'avance et il y a des étapes compliquées, il y a de l'altitude et il y a cette fameuse 20e étape où pour moi, il n'est pas du tout inenvisageable que Pogačar perde du temps, même face à des gars présents sur ce Giro. Mais par contre, j'envisage pas une seule seconde que Pogačar perde du temps sur des gars, qui eux-mêmes n'auront pas perdu de temps avant. En fait, c'est-à-dire que pour reprendre du temps, sur Pogačar là-dessus, il faut grimper mieux que lui, ce qui n'est pas donné à tout le monde et sur ce Giro, je pense que personne, 1 grimpe mieux que lui et 2 sait le suivre sur les autres étapes et 3 ne perdra pas de temps sur, les contre-la-montre. Donc en effet, même s'il perd du temps sur cette étape, je pense qu'il peut l'aborder sereinement tellement il aura de l'avance avant. Par contre, la présence d'un Roglic, d'un Remco ou d'un Vingegaard pourrait rendre cette dernière étape très intéressante face à un Pogačar. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, Roglic, Remco, Vingegaard, ces gens ne seront pas là. On va faire avec la start list qu'il y a. On a bien compris, Pogačar, grandissime favori. Qui voyez-vous derrière lui pour jouer le podium? Avant de te donner le candidat podium, sur Pogačar, parce qu'en plus on t'a pas entendu, j'aimerais quand même juste bien poser 1 ou 2 questions. Mmh. Vas-y. Est-ce que selon vous, il peut, je ne dis pas qu'il va le faire, parce que c'est peut-être pas intéressant, mais est-ce qu'il pourrait être en rose du début à la fin, quand on voit le profil de la première étape? Je pense. Je pense que oui, parce qu'on sait que c'est un joueur. On sait qu'il aime bien aller chercher les records et autres. Et donc, s'il a la possibilité de le faire, sans doute qu'il le fera. Hem, Après, il y a Europa le lendemain où là, de nouveau, il peut déjà aussi accentuer son avance. Donc on pourrait se retrouver effectivement avec un tour cadenassé, au niveau du classement général dès la 1re étape, même s'il y aura d'autres profils intéressants pour cette 1re étape, hein. Mais pour moi, c'est une éventualité connaissant, vu le tempérament du garçon. Alexis, ma deuxième Ouais, question, Romain oui, l'a vas-y. abordé. Le deuxième jour, c'est Europa. Est-ce que le Giro est plié le soir de la deuxième étape? Plié, non, je quand même pas. Enfin plié, non, bah, pour qu'il soit plié, il faut qu'il ait plus de 2 minutes d'avance et ça, je pense quand même pas, mais il peut prendre une sérieuse option et en théorie, c'est clair qu'il peut prendre le rose dès la 1re étape. Je vois pas, comment est-ce qu'il s'il décide de l'avoir, il l'aura. Mais Ouais, est-ce qu'il va le la faire? question, c'est est-ce qu'il après, il le laissera certainement à quelqu'un d'autre
pour le poids de la course et machin chouette. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est Et ça. j'ai une troisième question, ça, j'aimerais juste bien vous entendre tous les deux là-dessus, parce que ça m'intéresse quand même vraiment. C'est une vraie question que je me pose avec Pogacar. Est-ce qu'on va voir un Pogacar un peu différent, un Pogacar ennuyeux, parce qu'il y a le Tour qui suivra? Donc, il va courir à l'économie, ou pas? Je sais pas, j'aurais eu tendance à dire non il y a encore un mois, et même maintenant, je suis peut-être plus sur un 60% de non, voire plus, mais le possible forfait de Vingegaard au Tour change peut-être les choses pour moi. C'est-à-dire qu'à mon avis, il abordait cette année avec le Giro comme peut-être même encore avant le Tour, et encore, hein. Mais là, vu l'état de Vingegaard, je pense qu'il se dit, bah, en fait, ouais, là, j'ai un troisième Tour de France à aller chercher. Donc ça peut changer la donne. Ouais, je suis pas tellement d'accord parce que, je pense que, bon, déjà, normalement, à mon sens, en tous les cas, il doit aborder ce Giro comme étant son objectif du moment. Il y aura encore 2 mois après, pour le Tour. Là où on va sans doute le voir peut-être, «réfréner» entre guillemets son audace, on va dire ça comme ça, c'est par exemple sur une 20e étape, quand tout Mhm. sera plié, qu'il y aura 7 minutes d'avance sur Romain Bardet, Geraint Thomas et compagnie. Hem, il va pas prendre de risque dans la descente du Monte Grappa, c'est une évidence. Est-ce qu'il se fera violence pour ne pas être décroché ou perdre peu de temps? Je n'en sais rien. Mais je pense que jusque, bah, pour, pratiquement finalement, jusqu'au Passo Broccone, on va voir un Pogacar, j'espère en tous les cas, voir un Pogacar comme à son habitude, qui est là pour remporter des courses, remporter des Mhm. étapes, écraser ce Tour d'Italie et marquer l'histoire de ce Tour d'Italie. Euh, Après, de toute façon, quand le Giro sera terminé, il y aura un mois de récupération et Pogacar nous a déjà démontré par le passé qu'il peut être brillant tout au long d'une saison. Peu importe s'il a déjà beaucoup de courses dans les jambes. Rappelez-vous l'année passée où on avait dit oh, bah, après le Tour de France, il roulera plus parce qu'il a eu tout son printemps de Flandrienne. Et puis finalement, il revient quand même sur les courses italiennes de fin de saison et il vient s'y balader. Donc, une des grandes forces de Pogacar, c'est sa récupération. Donc, je ne pense pas que. Bon, le Tour de France aurait commencé la semaine après l'Italie, je dis pas, hein. Mais il y a quand même là un mois de récupération. Voilà, c'est un monstre, c'est un extraterrestre. Donc, pour Mhm. moi, il va le courir comme si de rien n'était, en prenant peut-être moins de risques au niveau des chutes, etc. Ça peut être. Oui, parce que Ouais. j'avais une grosse hésitation, et en fait, bah, vous ne m'avez pas beaucoup aidé, puisque vous n'êtes pas d'accord vraiment sur le sujet. Non, mais je sais, moi, ce que dit Romain est totalement vrai, hein. Moi, je dis, c'est une éventualité, et je dis pas que ce sera le cas. Mais par contre, c'est clair qu'il peut venir gagner ce Giro en courant comme un Thomas l'a fait pour gagner son Tour, mais avec encore Hmm, plus de facilité, c'est-à-dire être tranquille et puis à 2 km de l'arrivée, aller attaquer et reprendre 30 secondes par 30 secondes. Il pourrait le faire. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Il nous a habitués à des coups de folie, donc ouais, il faut être prêt à tout. Mais je t'entends tout à fait aussi, hein. Quand en début d'épisode, j'ai dit j'ai peur de ce Giro, c'est parce que j'ai peur aussi qu'on n'ait pas. On parlait suspense et spectacle. J'ai peur qu'on n'ait même pas le spectacle Pogacar. Je peux entendre ce que tu dis parce que c'est une de mes peurs, en fait. Mais on peut envisager que les autres coureurs, comme on l'a vu pas mal de fois cette dernière année, courent en faisant abstraction de Pogacar en fait, hein. Mhm, On pourrait même voir des équipes prendre le poids de la course et ne pas le laisser à UAE pour la deuxième place. bien sûr. La deuxième place, Romain, tu y étais venu. Bah Ouais. oui, On va. effectivement, quels sont les coureurs qui peuvent prétendre, puisque, comme on a dit, derrière Pogacar, il y a une course très ouverte, mais malgré cela, la start list c'est pas foufou, hein, faut être honnête. En tous les cas, il y a peu de coureurs qu'on a l'habitude de citer parmi les tout meilleurs pour jouer les 4-5 premières positions. Ce sera tout l'inverse pour le Tour de France. Mais donc, sur ce Giro, quels sont les coureurs que vous avez envie de pointer pour venir se mêler à la lutte du podium, voire de la victoire finale, mais on va être raisonnable ici, on va dire du podium. Je pense qu'on ne va pas être très originaux. Moi, j'ai pris une décision très importante l'année dernière. C'est celle de ne plus jamais sous-estimer Geraint Thomas, qui sera mon favori pour la deuxième place. Peu importe l'âge, même à 58 ans, ce sera toujours mon favori pour la deuxième place. Non, mais en plus, il a un parcours qui va bien. Donc déjà, dès le départ, j'aurais tendance à penser Geraint Thomas. Et en plus, le parcours lui va bien. Des montées roulantes, c'est bien pour lui. Des chronos, c'est bien pour lui. Donc, fatalement, on est obligé de le citer.
Alexis a déjà cité Romain Bardet, évidemment. Je veux dire, Romain, il a montré qu'il peut être bon sur des grands tours. Il est pas mal au niveau conditions. Donc, fatalement, ce sera un grand candidat. Et puis, j'en ai d'autres, mais je vais peut-être vous donner la parole parce que sinon, je vais tous les donner. Bah, écoute, moi, c'est simple, hein. Vu le parcours, je mets Geraint Thomas favori pour la 2e place. Vu la 20e étape, je mets Romain Bardet favori pour la 3e place. Vu le parcours, je mets Daniel Martinez favori pour la 4e place. Et vu la dernière étape, je mets Papa un Kian favori pour la 5e place. Oh, super intéressant. Alors là, je suis super surpris. Parce que moi, les autres noms que j'avais, tu les cites pas. Ah bah, après, ils peuvent être cités, hein, tu vas les citer. Je les ai dans ma shortlist aussi, mais j'ai voulu faire un petit pari. D'accord, Ouais, ok. ouais. Ouais. Romain, alors je vais d'abord laisser Romain peut-être les Ben, citer et puis on verra. Alexis l'a cité, moi je pense que il va falloir faire attention. Daniel Felipe Martinez, Oui. s'il a sa meilleure forme, C'est ça. pour moi c'est le coureur qui doit faire numéro 2 derrière Pogacar. Ah ouais, Euh, carré. pour deux raisons. La première, c'est que c'est un très bon rouleur. On l'oublie souvent, mais c'est un très bon rouleur. Donc, il ne va pas forcément perdre du temps sur un Geraint Thomas, en tout cas pas beaucoup de temps sur un Geraint Thomas sur le chrono. Et en montagne, il peut tout à fait suivre et il a ce petit jump qui lui permet d'aller Mhm. chercher des bonifs, qui lui permet de prendre quelques secondes à l'arrivée. Et son tour de l'Algarve, rappelez-vous, a été très intéressant à cet égard-là, où il va chercher 2 belles victoires d'étape. Il va chercher 2 victoires d'étape, il termine après à 1 minute de Remco, hein. Donc, mais voilà, je trouve que si on a un Daniel Felipe Martinez au meilleur de sa forme, pour moi, c'est quelqu'un qui est le candidat numéro 1 à cette 2e place avec Geraint Thomas. On a beaucoup parlé de Romain Bardet. Romain Bardet, j'ai un peu peur qu'il ne perde trop de temps sur les 70 km de chrono. Bah, ouais, Et que évidemment. c'est ça qui fait que par rapport à d'autres gars comme un Timen, un Rensman notamment, qui va venir jouer le top 5 aussi, et je rajouterai Ben O'Connor, puisque on n'a pas encore cité, qui sont des gars qui ont accès leur saison de grand tour sur ce Giro. Donc ce sont des gens qui vont, en théorie, arriver au top de leurs conditions. Et on sait quand ce sont des gens qui sont au top de leurs conditions, ils sont en mesure de jouer ce top 5. Et puis, enfin, j'allais citer peut-être encore un dernier. Moi, j'avais encore un dernier nom pour jouer ce podium, mais je vais peut-être laisser Damien, parce que peut-être qu'on a le même. Damien, tu nous as Euh, lancé avec Thomas et Bardet, mais il en reste un. Oui, ben, il en reste deux. J'espère Ah, qu'on a le même, parce que je suis étonné en fait. D'abord, juste un tout petit mot sur Dani Martinez. J'avais fait une catégorie qu'en penser, parce que pour moi, c'est une totale inconnue. Je ne Bah peux pas oui, l'exclure, mais je c'est un suis pari, hein. super étonné par ce que tu dis aussi. Ah, mais tout en étant d'accord sur tes arguments, hein, c'est un très bon rouleur. Non seulement il va peut-être pas perdre beaucoup de temps sur Geraint Thomas, il va peut-être en prendre. C'est un très 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 bon rouleur. Et j'ai plus tendance à penser qu'il est meilleur rouleur que grimpeur en fait. Voilà, en fait, on se souviendra tous de son Giro au service de Bernal, de cette photo incroyable où il se retourne pour l'encourager, et puis pchit. Et oui, l'Algarve, oui, bon, après l'Algarve, Ghana et Kung, ils savent monter l'école en Algarve, donc tu vois, voilà. Effectivement, ça dépend de la version de Dani Martinez qu'on aura. C'est ça. Sinon, ben, O'Connor, fatalement, vu. Je veux dire, O'Connor, parfois j'ai l'impression que je le vois trop beau. Je vais voir Mhm. ses résultats au grand tour, mais d'un autre côté aussi, Decathlon passe au step cette année. bien sûr. Ouais. Donc, est-ce que Connor va passer un step également là sur un grand tour? Je pense qu'on ne doit pas l'écarter. Et alors, j'espère que le nom qui te reste, c'est un des deux Bahreïn. Moi, Oui, Caruso-Tiberi. tout Les à deux, fait. hein. J'ai dur à dire lequel sera devant l'autre parce que Tiberi, ça fait culture de l'instant, c'est le petit jeune qui arrive, donc on va vite partir sur Tiberi. Caruso, c'est le mec dont on parle jamais et Ouais. qui répond, hein. Il a quand même fait, je dis une bêtise, si c'est une fois deuxième, une fois quatrième, il n'y a pas Oui, tellement tout à fait. longtemps encore, hein. Il roule bien, ça aussi. Souvent, on a tendance à oublier que Caruso est un bon rouleur chrono. Il roule bien. Je pense que les deux descendent bien. Tiberi, je sais que oui. Caruso, je pense sans certitude. Enfin, ça monte bien. Voilà, pour moi, Bahreïn, ils doivent mettre un des deux sur le podium. Alors, c'est pas acquis, mais ils doivent essayer de. Enfin, ils ont la possibilité de mettre un des deux sur le podium, je pense. Ouais, ben, j'ai bien fait de te laisser parler parce que j'avais pointé Tibéri de mon côté. Plus que Caruso, parce que c'est une bêtise, hein, mais c'est Tibéri qui aura le numéro 1 de son équipe. Donc ça signifie, je l'imagine, je me trompe peut-être, mais qu'au sein de la Bahreïn, on estime avoir plus de chances, selon les données d'entraînement, selon l'état de forme actuel, plus de chances de décrocher une place au podium avec Tibéri qu'avec Caruso. Donc j'aurais tendance à voter effectivement plutôt Tibéri que Caruso. Ouais. Bah, Caruso, de ce que j'ai vu dans les déclats, il est en bonne condition, il y va pour un classement. En fait, il ne faut pas se fier à la dernière course, allez,
C'était quoi la dernière Le course? Tour de Romandie. Tour de Romandie, pardon. En fait, il a eu un problème mécanique. Il finit très loin, j'étais étonné, mais il a eu un problème mécanique. Il a dit que les sensations étaient très bonnes. Ouais, je suis totalement d'accord avec tous ces noms, hein, même si je garde Geraint Thomas comme favori top 2. O'Connor, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, tu as raison sur l'argument Décathlon. Et puis dans les autres noms, pour un top 10, on a Plap, Dunbar, voire même Quintana, à voir. Alors, je crois ni au Plap, alors en Ah, Dunbar, en théorie, oui, vas-y. vous me connaissez, Plap, moi j'y crois pas du tout. C'est juste qu'il Mhm. faut mettre son nom parce que voilà, lui-même va Ouais. s'annoncer candidat top 10. Mais moi j'y ai jamais cru. S'il fait top 50, c'est bien. Mais par contre, j'aime beaucoup le coureur. Je suis dur parce qu'en plus, je l'adore. Son tempérament est génial et je pense qu'il peut aller claquer une belle étape. Ça, j'en suis convaincu en faisant le show. Mais pour un classement, j'y crois pas trop. Dunbar, ça aurait été le mieux, mais Dunbar, il est dans une saison cata. Là. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est catastrophe totale. Chez Jayco, je me demande si ce sera même pas Zana le mieux classé au général, en fait. Mais, et vu la start list, peut-être que Zana, il peut faire un top 10, mais j'espère, et je crois que c'est ce qui va se passer, je crois que Zana, il va pas partir avec objectif classement général. Hein. Je crois que lui, il est sur son tour national pour aller chercher une belle étape comme il l'a déjà fait. Enfin, j'espère qu'il va faire ça et après, ça peut le placer. Elipovic. Ouais, c'est dans mes coureurs à suivre. Ouais. Alors, c'est la culture de la start de fou, hein, mais. Ah bah bien sûr, mais pour moi c'est les coureurs à suivre par curiosité et pas forcément pour un classement général, mais parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'en ai un Mais, deuxième comme ça, mais vas-y, Romain. mais c'est vrai que pour les coureurs à suivre, il y a effectivement, je pense, deux sortes de coureurs sur ce Giro. Il y a d'une part, on en a un peu parlé, Caruso, peut-être aussi ici avec des gars comme Hugh Carty, comme Michael Woods, qui sont des gars dans un passé parfois déjà lointain, on a vu revendiquer des belles places hein, sur des grands tours, parfois même dans le cas de Carty, une victoire sur le Giro. Euh, Ce sont peut-être des gars qui, ici, effectivement, se voient offrir une belle opportunité de refaire une fois un beau classement général. Donc, il faudra suivre. Tu as cité le nom de Quintana. J'allais vous demander, et quoi, et Nairo, qu'est-ce que vous en pensez? À votre sourire, je pense qu'on a tous compris. Mais sinon, effectivement, l'autre catégorie, ce sont ces petits jeunes qui ont justement cette occasion de pouvoir se montrer. On a parlé de Lipovic, culture de l'instant, oui, mais de notre côté, pourquoi pas, finalement. Et il y en a d'autres, des comme ça. Si on regarde la setlist, à ce niveau, c'est très intéressant. On a des Aurélien Paré-Peintre, on a des Maury Van Sevenant, on a des Piganzoli, des Pellizzari, on a Storer, on a Walter, on a Alessandro Verre, le petit Italien grimpeur de chez Arkea. Voilà toute une série de gars qui pourraient être cette révélation de ce Giro. Il y a encore plein d'autres qu'on pourrait citer. Damien, tu disais, il y en a d'autres encore. Hein. Ah oui, moi j'en ai encore un qu'on connaît, on a placé beaucoup d'espoir, on a été déçus, et puis il est venu gagner le Tour des Alpes cette année. Alors d'abord on s'est dit, bah ouais, on lui a laissé du champ, mais après il a été incroyable sur le reste de la course. Moi je suis curieux de voir Juan Pedro Lopez. Je... Alors en théorie non, en plus avec des chronos, en théorie pas du tout, mais bon, je sais pas, j'ai quand même envie de voir parce qu'il m'a quand même bluffé sur le Tour des Alpes. Dans tous les noms que tu cites, j'avais écrit Aurélien Paré-Peintre. Bon, après, il y a Ben O'Connor, mais l'occasion peut-être, je m'étais dit, l'occasion peut-être pour Aurélien Paré-Peintre d'aller chercher un top 10 en grand tour. C'est vraiment intéressant parce que lui, je pense qu'il va, contrairement à d'autres noms que tu as cités, qui peuvent être aussi, je pense, des révélations, mais que je vois partir, à Pellizzari, je le vois aller jouer une étape. Enfin, il y en a, je pense, ils vont plus cibler des étapes que des Van classements. Sevenant aussi. Van Sevenant, je pense aussi. Paré-Peintre, de toute façon, il va viser entre guillemets ni l'un ni l'autre. Si, il va aussi, s'il peut prendre une étape en même temps, il le fera, mais il va rester aux côtés de Ben O'Connor. Donc automatiquement, il va être amené à être un peu dans un classement général. Je suis curieux de voir ce qu'il peut faire. Ouais, ouais. Encore peut-être juste un nom qu'on n'a pas cité parce que c'est chez lui. C'est une valeur sûre pour aller chercher une place autour de la 10e place en théorie. Donc là, il va sans doute, en tout cas, on le lui souhaite, rentrer dedans. C'est Lorenzo Fortunato. Qui va emmener l'équipe Astana qui était transparente à nouveau sur ce printemps des classiques et donc il doit quelque part se racheter avec un Alexei Lutsenko qui était intégré à la liste. Donc là, il y a peut-être un binôme intéressant avec un Vadim Pronsky aussi qui a montré de belles choses l'année passée qu'on attend désormais de voir sur une course de 3 semaines
son plus haut niveau. Mais donc là encore, effectivement, toute une série de noms. On pourrait encore citer énormément, évidemment, des noms. Il y en a un qui a été mentionné, mais dont on n'a pas encore beaucoup parlé. C'est un Belge, Kian Uijtdebroeks. Qu'est-ce que vous attendez de Kian Uijtdebroeks sur ce Giro? Est-ce que c'est le candidat pour faire douter Pogacar? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut espérer le podium? Est-ce qu'un top 5, on serait content? Ou est-ce qu'il doit viser raisonnablement un top 10? J'ai eu peur que tu passes à un autre sujet sans nous faire parler de Kian. Ah non. Alors, Kian, en début de saison, je t'aurais dit, il doit viser podium, deuxième place. Le problème, c'est qu'on a vu du Kian pas mauvais, mais pas non plus transcendant. Alors oui, il y a eu des petits soucis et des petites maladies. Moi, je le répète, un épisode sur 2, sur 3, vous savez l'importance que j'attache aux dynamiques, etc. Chez Visma, ça va pas cette année. Il y a quand même, bon, Jürgensen est passé à travers ça, mais à part Jürgensen, c'est un peu cata partout. Donc du coup, j'avoue, je suis un peu moins ambitieux. Maintenant, avec une telle start list, quand on connaît le potentiel du garçon, euh, quand on connaît, parce que le parcours, je sais plus, je me demande si tu l'as pas évoqué, Alexis, tu disais oui, ça convient mieux à, par exemple, Remco qu'à Kian. Ou... Moi, je Ouais. trouve que ça va quand même à Kian. Dans le sens où, si c'est pas trop raide, parce que, enfin non, en fait, c'est très bien quand c'est raide pour Kian, sauf qu'il n'a pas de punch. Ah oui, 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 Et tout à fait. je me dis que sur la longueur lui convient bien, en tout cas, les longues montées. Et donc, si, malgré que ça ne tourne pas, malgré qu'on n'a pas beaucoup de signaux positifs, s'il ne fait pas top 5, je serais déçu. Pareil, il dit viser un top 10, pour moi, il doit viser le top 5. Le problème, c'est les chronos. 70 km de chrono. Pour l'instant, il a du mal. Mhm. Cependant, ça fait quand même maintenant 6 mois qu'il est chez Visma, peut-être un petit peu moins. C'est son grand objectif, le Giro, et ils savent très bien qu'il y a beaucoup de chronos. Ils font beaucoup de tests en soufflerie, ils sont censés avoir du bon matos. Donc, ça reste à voir. Est-ce qu'il a progressé à ce niveau-là? Et pour moi, que ce soit ce Giro en particulier, mais aussi pour le reste de sa carrière, ce à quoi on peut s'attendre pour Stian en grand tour dépendra de sa faculté à gommer ses défauts. On en a déjà parlé pour Remco, c'est une grande qualité, c'est de savoir gommer ses défauts. Est-ce que Kian, c'est pareil? Parce que pour l'instant, en termes de qualité, sur les très très longs cols, sur des efforts d'une heure, je pense qu'il est déjà parmi les meilleurs du monde. Par son manque de punch, comme tu disais, il va être lâché, mais plus le col est long, plus il va avoir tendance à revenir, voire même à lâcher ceux qui l'ont lâché auparavant. Donc à ce niveau-là, il est déjà extraordinaire. Mais en chrono, en descente, en plat, sur des cols de moins de 20 minutes, c'est quand même des défauts qui sont rédhibitoires pour aller gagner un grand tour. Donc tout dépendra, et on le verra déjà maintenant, tout dépendra de sa faculté à gommer ses défauts. Et toi, Ouais. Romain, qu'est-ce que tu attends de Kian ici? Je pense que vous avez bien résumé la chose. Je crois que sans savoir, sans connaître le parcours, sans connaître l'état de forme, mais si on se base sur ce qu'on a pu déjà voir, si on se base sur l'ambition du garçon et sur son changement d'équipe, on attendait tous que Kian puisse revendiquer un podium. Pas forcément qu'il le fasse, mais qu'il joue en tous les cas pour aller chercher un podium. Là, on entend, il vient chercher un top 10. C'est une façon aussi de se prémunir de la pression, certainement. Il est inévitable que lui vise plus haut. Mais donc, quelque part, ce serait finalement le bon équilibre d'aller chercher une cinquième place dans ces eaux-là, d'autant qu'effectivement, je suis assez sensible à cet argument du chrono. 70 km, on revient avec ça. Alors, du coup, oui, face à Pogacar, non, clairement pas. Mais par contre, quand on regarde les autres coureurs, on les a déjà cités, Thomas, je disais Martinez, mais même des Arensman, Tiberi, ce sont des gars qui, en théorie, sont beaucoup plus rapides que lui sur chrono. Peut-être que face à un Romain Bardet, face à un Ben O'Connor, là, effectivement, il peut y avoir match. Mais le problème, c'est que les cols longs et raides, bah, ils sont pas là. Est-ce que c'est pas finalement une erreur, alors je ne vais pas dire le casting ici, mais finalement une erreur d'avoir mis Kian sur ce Tour d'Italie et de ne pas l'avoir mis plutôt soit sur le Tour de France, mais là on sait bien qu'il y a Vingegaard, ou plutôt sur la Vuelta. La Volta, où on sait que ce sont des montées beaucoup plus raides. Pas forcément plus longues, mais plus raides. Alors que l'Italie, on sait souvent, c'est des longs cols, pas très raides. Ça aurait été une erreur en tout cas de lui mettre la pression et de lui dire tu y vas pour un classement général, un podium, parce que en effet, ça va être compliqué. Maintenant, je pense que cette dernière étape par rapport à certains noms de cette start list peut lui permettre d'aller un petit peu renverser quelques coureurs qui seront devant lui au classement général.
Donc moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Mais justement, face à un Romain Bardet, même un O'Connor ou autre sur cette dernière étape, je suis vraiment très curieux. Maintenant, c'est clair que, je le vois pas dans le top 5 avant cette dernière étape. Et donc pour son mental, pour son moral, ça peut être un petit peu compliqué à digérer, mais je pense et j'espère que Visma, le prépare à ça. Ouais. Ouais, alors sur le parcours, j'entends ce que tu dis, mais enfin, vous savez ce que j'en pense, et c'est peut-être pas juste l'idée que j'ai, mais je continue à penser que la Vuelta, même quand elle a un plus beau plateau, même quand tout ce qu'on veut, reste le grand tour au rabais par rapport aux autres. Ouais. Et je pense que Kian mérite d'aller plutôt en leader sur un Giro, même si le parcours n'est pas extraordinaire et même si on pourra dire entre guillemets que ce n'est que de prendre de l'expérience, ou je pense que c'est un bon choix de le mettre sur le Giro leader. C'est aussi un message de confiance pour l'avenir. Mhm. Ouais, ouais. Alors, une petite parenthèse ici, Alexis, c'est toi qui l'a soufflé en aparté, en off ici avant l'épisode. On est belge, on suit évidemment les coureurs belges pour remporter un grand tour. Remco l'a fait sur la Volta. Est-ce que vous pensez qu'on aura d'abord Kian Brooks qui remportera un jour un grand tour, ou bien Remco Evenepoel qui doublerait et remporterait un autre grand tour? Bah, je sais ce qu'Alexis va répondre, j'imagine. En tout cas, on va répondre sûrement pareil au début. C'est, bah, ça dépend qui fait quoi. En fait, on va pas se mentir, parce que ça fait bien, en quelque sorte aussi, de dire, bah, Kian avant Remco, Remco monte des limites en montagne, etc., etc. Moi, je continue à penser, sans certitude absolue, mais qu'il avait peut-être le Giro dans les jambes, hein, s'il abandonne pas pour le Covid. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas minimiser ce que Remco est capable de faire. Jusqu'à preuve du contraire, Remco peut gagner un grand tour. Kian, on l'espère, mais ça demande encore confirmation. Heu, Bah, écoute, à l'heure actuelle, si rien ne change, ça dépend que d'une seule chose, le parcours. Si on a un parcours extrêmement montagneux sans contre-la-montre, bah, j'aurais tendance à dire que pourquoi pas Kian, avantage Kian par rapport à Remco. Maintenant sur un parcours comme ce Giro, si imaginons, hein, ça fait beaucoup de si, hein, mais imaginons que Remco, soit sur ce Giro, sans blessure et cetera, et éventuellement sans Pogačar et encore, bah, je t'aurais dit: «On a la réponse dans 3 semaines». Hmm. Remco gagnera un grand tour avant que Kian en gagne un 1er. Donc voilà, à l'heure actuelle, tout dépend du parcours et pour le futur, tout dépendra, comme je l'ai dit, de la faculté, que Kian aura à gommer ses défauts. Mais du parcours et aussi, et tu le dis justement, s'il était venu sur le Giro, du parcours et de l'adversité. Parce qu'on Oui, peut bien penser sûr, aussi bien que sûr. Remco maintenant va aller sur les plus grandes courses face aux meilleurs, Ouais, là où c'est vrai. Kian va peut-être affronter des garçons un peu moins costauds. Donc évidemment, tout ça, ça joue. Ouais, Ouais, à ouais. fond. Mais bon, là, on est, comme on l'a bien compris, ce ne sera pas pour ce Giro-ci, on est plutôt dans l'avenir. Sur ce Giro-ci, il y a encore un élément qu'on a mentionné déjà plusieurs fois depuis le début de ce podcast, mais qu'on n'a pas encore vraiment abordé, c'est le sprint. Puisque si on a une start list qui est assez faiblarde, il faut l'avouer, pour la victoire finale, en tout cas pour le classement général, on a une start list assez impressionnante au niveau du sprint. On va avoir peut-être la meilleure start list depuis très longtemps au début d'un grand tour parmi les sprinteurs. On vient de citer Kian Brooks, ben voilà, la Visma qui vient avec un Olaf Koy. Est-ce Mmh. que Olaf Koy est le numéro un? Bah, peut-être pas, parce qu'il y a quand même Tim Merlier qui est là aussi pour la Soudal. Ils sont très nombreux. Qu'est-ce que vous attendez de ces sprinteurs sur ce Giro? Bah, déjà, en dehors des grands noms, où ils sont très nombreux, il y a des grands noms, il y a aussi des équipes qui viennent pour ça. Ouais. Et ça, c'est quand même impressionnant, hein. Il y a plusieurs équipes qui viennent vraiment que pour ça. Euh, Tu dis Koï sera peut-être le numéro un. Alors, il faut différencier, selon moi, si on parle le sprinter numéro un pour aller claquer des étapes ou le sprinter numéro un le plus complet pour aller viser le maillot cyclamen au final. Euh, Si tu me demandes le sprinter sur les étapes vraiment plates, moi, de toute façon, je dis depuis le début de saison que Merlier est le meilleur Merlier. sprinter du monde, même devant Philipsen pour l'instant. Depuis le début de saison, Merlier m'envoie une image absolument dingue. Donc là, je te dirais Merlier, même si, attention, il y a vraiment une très très belle concurrence. Par contre, si tu me demandes, dès que ça va être un peu plus accidenté, parce que Merlier, tu parlais d'étapes de sprint en début de la présentation, moi, Merlier, je pense qu'il va souffrir, souffrir, souffrir avant d'avoir sa chance, hein. Parce qu'il y a Ouais. des petites bosses un peu difficiles avant certains sprints où on dit sprint massif, ouais, mais peut-être sprint massif sans Tim Merlier. Ça, j'ai un peu peur pour lui. Donc, si on se projette plus loin sur le maillot, etc., alors là, euh,
tout le monde va dire Milan, et effectivement, fatalement, ce sera une bonne chose. Je vais surtout pas critiquer ceux qui vont dire Milan, mais tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais certains oublient que Olaf Koy, il passe des bosses de fou. On le Ouais. voit de plus en plus. On l'a vu en Europe, on l'a vu sur Milan-San Remo. Il n'est pas si loin de basculer. Donc, pour moi, Olaf Koy, Milan et Koy, ça va être la vraie bagarre pour le maillot. Une toute dernière chose avant de vous passer la parole. En plus de ça, j'ai noté surtout pour ces trois-là, parce que bien qu'il soit énormément de grands noms au départ, ces trois-là monopolisent un peu plus d'attention. Les trains. Le train de Milan, c'est un truc de dingue. Teuns, Stuyven, Consoni pour l'amener, c'est le top du top pour la Trek. Mhm. Merlier, c'est pas mal. Joseph Cerny, Alaphilippe, on sait qu'il peut bosser quand il faut, donc voilà. Lamperti, je suis curieux de le voir dans le train. Lui, Lamperti, peut-être que si Merlier saute, il fera ses sprints d'ailleurs. Bah, oui, Et alors, c'est ce qui est prévu, je pense. voilà. Et alors, il y a Van Lerberg, vous le savez, je pense, je l'ai déjà dit. Pour moi, il est très sous-estimé, ce coureur. Très, très bon poisson pilote. Et alors, Koy, tu l'as dit, bah, c'est un peu moins impressionnant, mais il y a la porte pour le déposer. Si tu as du bon Laporte, la porte Ah pour oui, oui. déposer Koy, c'est bien, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je suis quand même curieux de voir Koy face à Merlier sur des sprints plats, et même Milan d'ailleurs. Merlier, peut-être avantage Merlier avec ce qu'on a vu début de saison, mais je suis pas si sûr que ça, donc ça va être très intéressant d'avoir des réponses à ce niveau-là. Et puis aussi, on n'en parle pas, mais il y a les deux meilleurs sprinteurs du monde. Enfin, c'est ce que j'aurais dit en 2021, Fabio Jakobsen et Caleb Ewan. Ouais, bah oui. Fabio Jakobsen, qui n'est peut-être plus les deux meilleurs sprinteurs du monde, est-ce qu'il est même le meilleur sprinter de son équipe? On Ah, c'est une a question. la révélation que Romain avait annoncée dans nos épisodes de Futuriste, Retour à le futur, etc. Andresen, qui est en bonne condition Et qui sera là, a priori. et qui sera là. Tu parlais des trains de sprinteurs qui sont au départ. Il y a plusieurs équipes, notamment dans les équipes belges, puisque si on regarde Intermarché et Alpecin, on vient pour servir la soupe à William Girmay chez les uns et à Caden Groves chez les autres. Ouais. Voilà deux gars qui, de nouveau, s'ils sont au top de leur forme, ce sont des gars qui peuvent raisonnablement viser 2, 3, 4 victoires d'étape avec le profil de ce qu'on a ici comme Giro. Est-ce que finalement, ça va pas être plus excitant de voir ces sprints massif que la course finalement au maillot rose. Mais alors aussi peut-être, parce que c'est ça qu'il faudra aussi voir, c'est que à partir du moment où le maillot rose est joué avant même de démarrer, est-ce qu'on ne va pas avoir des surprises sur des étapes a priori toutes plates de gars qui vont tenter quelque chose où ça va être un feu d'artifice, là où justement on attendra 150 km de sieste avant un sprint de 3 km. Pour moi, c'est justement pas une bonne nouvelle pour les étapes plates, pour les baroudeurs, etc. Parce que Il il y a va y les avoir équipes, beaucoup. Ah ouais, il y a assez d'équipes qui vont vouloir contrôler. tout à fait. Et juste un petit mot, parce que tu parlais des équipes belges. Groves, il est collé cette année. J'espère que ça va aller, mais il est vraiment collé. Donc, j'ai un peu peur. Je sais que Romain, et je partage totalement ton avis, tu ne crois pas du tout en Caleb Ewan, mais on parlait de train, ils lui font confiance chez Jayco. Ils lui mettent Mesgek et Walshed avec lui, c'est qu'ils y croient encore. Donc ça, Oui, sera assez intéressant aussi de voir ce qu'il peut faire. oui, Et il y a plein d'autres noms qu'on pourrait évoquer. Vous allez peut-être les évoquer, mais il y en a quand même un que je suis obligé de citer. C'est Pity. Alors, Pity Ouais. sur des sprints plats, vraiment tout plat, j'y crois pas trop, quoique il a déjà été surprenant. Mais il y a quelques étapes, justement, où, avec des petites bosses où certains sprinteurs peuvent sauter. Lui, il a dit qu'il venait pour une étape. On va voir s'il continue sa révélation et sa progression depuis l'entame de la saison. Mais je suis très curieux de le suivre. Comme à Van oui, Poppel, qui vient, ouais. un passant pilote qui vient sans son sprinter et qui Oui, sprintera peut-être lui, du coup, encore un nom à cocher. il y en a plein. Il y en a plein. Romain, je sais pas, vous imaginez qu'on n'a pas prononcé le nom de Gaviria, on n'a pas Ouais, prononcé le nom de Dainese. Enfin, voilà. Non. Olano, il y aura chez Israël, ils viennent avec deux sprinters, alors c'est pas Vernon, topissime oui. mondial, pardon, Hofstetter, mais voilà. Mais alors il y a Vernon, quand ça passe les bosses, c'est intéressant aussi. Ah oui, il y a Phil Boss, je crois qu'on l'a pas évoqué. Mhm. Et c'est hallucinant. Et je suis d'accord avec toi, Romain. C'est juste qu'à mon avis, les étapes vont pas être folles, mais par contre, il faudra regarder les derniers kilomètres. Et Ouais, les derniers kilomètres, pas juste les dernières centaines de mètres, parce que la bataille pour le placement, à mon avis, ça va être un truc C'est de ça. malade. J'allais conclure clair. avec ça. Ça va frotter. Ça va Ah oui. frotter. Et peut-être que là, effectivement, on a des gars qui vont essayer de se prémunir, qui vont pas.
Et donc, est-ce que, puis, je sais pas pour revenir sur lui, mais finalement, c'est peut-être ça la plus grosse difficulté que Tadej Pogacar va avoir sur ce tour, c'est de ne pas tomber dans cette première semaine, de ne pas être pris dans une chute, de ne pas être gêné par des chutes, mais peut-être de devoir faire la course tout devant, tous les jours, même quand il n'y a aucune difficulté, parce que justement, on va avoir 6, 7, 8, 9 fois le championnat du monde des sprints. Ouais, j'aime bien l'équipe qu'ils mettent autour de lui pour ça, hein. Si tu regardes Oui. l'équipe, c'est pas une équipe de plus vapeur, hein. Il a une bonne équipe pour le protéger, je trouve. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, en tout cas, effectivement, une start list de sprint haute en couleurs. Mais il y a plein d'autres coureurs qui vont pouvoir aussi s'illustrer sans être soit de grimpeurs, soit de sprinteurs. En tout cas, on se réjouit vraiment. Peut-être pour conclure ici, s'il y a encore peut-être un coureur que vous avez envie de mentionner et que vous allez particulièrement suivre sur ce Giro, ce serait lequel? Si tu m'en demandes que un, ce sera Maury Van Sevenant, on a déjà dit son nom. Tu en avais parlé peut-être pour le classement, mais vu sa forme, vu ce qu'il a montré sur les Ardennaises, où il m'a bluffé, je l'ai jamais vu aussi fort. Là, je me dis, Maury, c'est une étape assurée. Franchement, je vais le suivre. Je pense qu'on va souvent le voir à l'avant, qu'on va souvent le voir essayer des choses, et j'espère qu'il va être payé avec une victoire d'étape. Et alors, je vais un tout petit peu tricher, et je vais moins parler sur les autres. En chasseur d'étape, je suis très curieux de voir Woods, Mhm. parce que lui, c'est un objectif à tout prix d'aller chercher une étape, Frigo et Pelayo Sanchez. Ah, Voilà. Ouais, Van Swanen, totalement d'accord avec toi. Je pense que ce sera. J'avais déjà eu pas mal d'attentes sur lui pour un Giro. Il m'avait pas mal déçu. Je pense qu'il va rectifier le tir là cette année. Maintenant, parmi les noms qu'on n'a pas cités et que j'attends, parce qu'on a cité quand même beaucoup de noms, il y a beaucoup de parmi eux dont j'attends beaucoup. Mais un qu'on n'a pas cité, c'est Christophe Laporte. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire. Mais aussi, on l'a cité en tant que poisson pilote. Est-ce qu'il sera que poisson pilote ou est-ce qu'il aura sa chance de temps en temps? Ça m'intéresse. Pareil pour son équipier de Tratnik. Est-ce qu'il travaillera pour Œil de Brooks ou pas? Ça, c'est des noms que j'attends. Et sinon, voilà, sur ce genre de parcours qui peut aller au sprinter, au baroudeur, au grimpeur, au puncher, je pense que vraiment il y a la moitié, voire le trois quarts de la start list qui peut venir s'illustrer. Donc, je pense que chaque jour aura son lot de coureurs intéressants à suivre. ouais. Comme quoi, on disait en tout début d'épisode, peut-être que le suspense ne sera pas au rendez-vous, mais le spectacle pourrait l'être. C'est ça. En tout cas, on s'en réjouit et il y aura malgré tout effectivement encore de très belles choses, on en est certain à voir sur ce Giro. Qu'on va suivre avec grande attention. Alexis Damien, merci d'avoir participé à ce nouveau numéro du Petit Plateau. On va essayer de vous faire vivre évidemment durant ces 3 semaines, notamment sur le compte Twitter du Petit Plateau, la course, les révélations, voir un petit peu quels sont les coureurs qu'on a mentionnés et qui vont s'illustrer, peut-être aussi ceux auxquels on n'a pas pensé dans un premier temps. On se retrouve quant à nous eh bien, après ce Giro pour débriefer ça. Et puis on sera tout de suite plongé déjà dans le bain de la préparation du Tour de France. Donc on continue à enchaîner, c'est ça qu'on aime sur le petit plateau avec cette saison de fou. Alexis Damien, merci beaucoup et à bientôt. Bon Giro. À bientôt tout le monde, bonne Salut! course.